Bonsoir Vladimir Molinier, très content de te recevoir dans Parler en profondeur. C'est vraiment un plaisir. Tu sais, ce petit format, c'est un format que j'ai eu envie de créer parce que par rapport à l'exil, par rapport à ma distance et d'avec mes autres amis. Et du coup, je reçois régulièrement des intervenants sur divers sujets, par exemple des philosophes, des littéraires. Aujourd'hui, tu es mon invité et je suis très, très, très heureux. Alors, je vais te présenter rapidement avant de te laisser la parole et avant d'entamer, si tu veux, la discussion. Donc, Vladimir Molinier, tu es un auteur contemporain français, on peut dire. Tu as beaucoup écrit, je pense que tu as écrit beaucoup d'articles aussi, et tu as écrit un livre sur lequel on va discuter un petit peu. Donc, ce livre s'appelle Rapologie, le rap en défense de l'homme et de Dieu. Donc, tu as aussi beaucoup voyagé, Mhm. énormément voyagé. Tu as été en Allemagne, aujourd'hui tu es aux États-Unis, mais tu as grandi en France, je pense. Tu étudies en Écosse. Donc, voilà. Donc, tu es ce qu'on pourrait appeler un globe-trotter, c'est ça? Alors, pour lancer le débat, pour lancer la petite discussion, la toute petite conversation, je voudrais quand même réagir sur un article que tu as écrit. Tu m'avais envoyé un article que tu avais rédigé, une tribune Mhm. que tu avais rédigée, on va dire, contre Éric Zemmour. Donc, où tu dis que la révolution abrahamique, c'est Mhm. justement cette manière de laisser son territoire, de quitter son chez-soi pour aller vers l'ailleurs. Est-ce que, quand même, toi, je pense que, comment tu interprètes cette révolution abrahamique? Est-ce que toi, vu que toi, tu as beaucoup voyagé, est-ce que ça voudrait dire que toi-même, tu as intégré cette conception du voyage dans ta vie quotidienne, quoi? Bonsoir Fabrice tout d'abord et merci pour ton invitation à parler en profondeur. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi. Bon, tu rentres directement dans le D'emblée. cœur des sujets. Euh, pour répondre à ta question, je pense avant tout qu'on peut interpréter cette dimension du voyage abrahamique, comme tu as dit, de manière aussi figurative. Ça veut dire c'est aussi une exploration en soi, une exploration intellectuelle, pas forcément géographique, spatiale. Les deux peuvent être vrais, bien sûr. Dans mon cas, je pense que ce qui m'importe avant tout, c'est cette exploration intellectuelle, ce dépassement de soi, aller au-delà de ce qu'on sait pour embrasser ce qu'on ne connaît pas encore. Ça, c'est ce qui m'intéresse avant tout. Comment on le fait? On peut le faire de différentes manières. On peut le faire par l'art, par la littérature, par la culture, par le voyage aussi, bien sûr. Donc cette dimension spatiale, elle est pertinente, je pense. Euh, et elle est aussi, disons, pour les gens qui sont dans des situations physiquement ou concrètement très difficiles, c'est avant tout la première chose qui compte. Enfin, on peut penser aux migrants, par exemple, qui fuient leur pays en exil sous la famine ou toutes les calamités. Bien sûr, pour eux, la dimension géographique, spatiale, c'est ce qui importe avant tout parce que on reste des êtres de chair et de sang et il faut bien vivre avec le matériel aussi. Mais si on n'est pas, disons, dans ces contraintes-là, je pense que la dimension figurative est encore plus importante que la dimension matérielle, pour ainsi dire. D'accord, donc ça voudrait dire que pour toi, le voyage est avant tout intérieur. C'est d'abord une méditation où Oui. l'on entre au cœur de soi-même et on essaie de découvrir justement la clé de notre être. Donc, mais est-ce que toi, finalement, Par exemple, une phrase de Balzac, si je ne me trompe pas, qui disait j'ai fait de merveilleux voyages embarqués sur un mot. Donc, sur le seul mot peut vraiment nous porter sur des horizons très lointains et très divers. Donc, oui. c'est ça, c'est ça. Donc, mais tout de même, Vladimir, tu as quand même énormément voyagé. Je le disais tantôt, tu étais en Allemagne, à Hambourg, je crois. Ensuite, tu as travaillé à Atlanta. Tu y es toujours à Atlanta. Ensuite, en fait, tu continues, perpétuellement, tu voyages, tu voyages, tu voyages. Mais finalement, d'une certaine manière, tu serais cartésien. Il disait que finalement, la meilleure manière de se former, c'est en voyageant. Bah, plus que voyager, je dirais que j'ai vécu à l'étranger. Euh, je suis né en Roumanie, j'ai passé les 5 premières années de ma vie en Roumanie. Ensuite, avec mes parents, on habitait en Pologne. Et c'est à l'école française de Varsovie où j'ai vraiment appris le français. J'ai vécu en France, mais j'ai travaillé 6 ans en Allemagne, à Stuttgart.
J'ai étudié en Écosse, comme tu l'as dit, pour mon master et mon PhD. J'ai vécu aussi à Atlanta. Enfin, ça fait 3 ans que je suis à Atlanta maintenant. Donc oui, je me définis comme un Français avant tout, mais un Français de l'étranger, je dirais. Excellent, excellent. Alors, mon cher, on va essayer d'aller étape par étape. Et, Ok. tu m'as passé un bouquin récemment. Alors, ce bouquin, c'est justement Rapologie, le rap en défense de l'homme et de Dieu. Je me Ok. suis dit qu'il y a d'un côté le rap, il y a de l'autre la théologie. On peut aussi voir dedans de la philosophie, parce qu'il y a une vraie réflexion derrière, un vrai questionnement sur l'homme derrière. Il y a aussi de la littérature, le format épistolaire, etc. D'où est venue cette idée de croiser toute toutes ces disciplines, en fait? Comment ça s'est passé, en fait, la rédaction de ce livre? J'imagine que Oh, tu croises les disciplines comme tu croises les espaces. c'est une bonne question et j'aurais du mal à te répondre spontanément parce que c'est un livre que j'ai écrit vraiment au cours de plusieurs années. Enfin, je pense que c'est 7 ou 8 années de travail. Donc c'était vraiment une démarche progressive. Il y a eu beaucoup de changements, de remaniements sur la demande de l'éditeur aussi. Euh, je pense que pour rester sur les différentes formes littéraires que tu mentionnes, parce qu'il y a un peu d'essai, il y a l'échange épistolaire aussi, enfin voilà, il y a différents types de littérature. C'était un peu pour varier, parce que le livre est long, même trop long, je pense, avec le recul. Et donc, je voulais quand même avoir une certaine variété pour que ça soit pas trop rébarbatif, disons, ou monotone pour le lecteur. Et c'est aussi parce que, en fait, j'essayais un peu d'imiter la diversité du rap. Donc, dans le rap, par exemple, on peut avoir les battles, les joutes verbales. Donc, l'échange épistolaire que tu mentionnes, c'était un peu pour imiter ces joutes verbales où le rappeur, il vient, il va rapper ses 16 mesures. Ensuite, c'est l'autre qui va lui répondre, ainsi de suite. C'est un peu ce que j'essaie de faire aussi avec cet échange littéraire. On peut avoir des chansons de rap où l'artiste va s'exprimer pendant 8 minutes en rimant, mais sans aucun refrain, sans introduction, vraiment sans conclusion. C'est juste, voilà, on y va du début à la fin et tant que le beat reste, on continue à rapper dessus. Donc voilà, il y a un peu ce côté-là aussi où des fois, volontairement, je prolongeais les phrases. Donc c'est des phrases assez longues des fois, mais c'était pour essayer de trouver un peu cette musicalité qu'on Oui, a dans le rap. très bien. Donc ouais, si ça suffit comme réponse, c'est ce que je dirais sur la forme. Oui, ça c'est la forme, mais quand même, tu croises quand même enfin, plusieurs, comme je le disais, plusieurs disciplines. Il y a la théologie dedans, il y a du rap, il y a de la littérature, il y a de la philosophie. Mais quand même, comment est-ce que tu arrives à te retrouver euh, bon, on va commencer par le début. D'où vient ce questionnement sur le rap, en fait, déjà? Parce qu'on pourrait ne pas s'y attendre, en fait. Bah, en fait, le rap, ça fait depuis ma jeune adolescence, je dirais que je suis très passionné. Donc, enfin, j'aime à dire, moi, la première fois que j'ai entendu parler de Dieu, c'était dans les chansons de rap afro-américain. Ah ouais, quand En même. France, je ne viens Oui. pas d'une famille voilà, enfin, religieuse ou pratiquante. L'éducation religieuse en France, si on va à l'école publique, ce qui était mon cas, elle est très, très limitée, enfin, pour pas dire totalement absente même. Donc, je connaissais pas forcément la théologie ou la dimension religieuse. Ma première rencontre vraiment avec ces thèmes, c'était par le biais du rap afro-américain. Un de mes grands arguments que j'essaie de démontrer à travers le livre, c'est que le rappeur est la voix temporelle de l'homme éternel. Ce que j'entends par là, c'est que, à mon sens, le rap, c'est l'une des musiques les plus honnêtes qui existent. Les rappeurs vont se confier sur tout, aussi bien sur leur gloire que sur leur misère, et à mon avis, avec un niveau d'intensité et d'honnêteté qu'on ne retrouve pas dans les autres genres musicaux. Et donc, à travers cette honnêteté, cette intensité, on retrouve énormément de questionnements existentiels, philosophiques, théologiques qui sont exprimés. Donc c'est vrai que moi, dans la rapologie, en fait, je mets en parallèle, finalement, on peut dire, la culture européenne classique, enfin, même si je m'appuie aussi sur des penseurs afro-américains à plusieurs moments, mais globalement, c'est vrai que ça reste, on va dire, centré sur les écrivains européens. Mais j'essaie de montrer comment, bah, par exemple, des questionnements ou des tensions qu'on peut avoir dans l'œuvre de Molière ou, je ne sais pas, l'œuvre de Dostoïevski,
on les retrouve en fait aussi dans le rap afro-américain, parce qu'au final, on est aussi tous des êtres humains, on a tous nos joies et nos peines, on a tous nos déceptions et nos aspirations, et tout cela se fusionne à mon sens. Oui, c'est vrai, mais d'autant plus que vu finalement la question humaine, c'est la question par excellence, c'est la question morale par excellence, et le rap justement parle ou traite de cette question du bien et du mal, Mhm. évidemment avec son lexique propre, évidemment avec en relatant des réalités propres aux Afro-Américains, etc. Mais, euh, mais justement, ton texte, quand même, est assez bien écrit, je dirais, d'une certaine manière. Il y a de la littérature, il y a quand même une certaine quête du beau. Par exemple, dans une de tes lettres, tu dis, que tu écris au hip-hop, chez Cher Hip-Hop. Mhm. Cher Hip-Hop, vous m'avez joliment répondu en disant beaucoup de vérité. Toutefois, il est curieux qu'un tel être que vous, toutefois, il est curieux qu'un être tel que vous, qui se prétend en paix et clame son innocence, doive à ce point se mettre sur la défensive. Vous avez fait part, vous avez part de vous présenter en victime. Euh, alors, ce que je ne comprends pas, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est toutefois, il est curieux qu'un tel être que vous, qui se prétend en paix et qui clame son innocence, doive à ce point se mettre sur la défensive. D'où vient cette idée? Pourquoi le hip-hop doit-il se mettre sur la défensive? Pourquoi tu as Bah, l'impression qu'il est sur la défensive? je vais répondre, mais je voulais juste ajouter une précision sur ta question précédente. J'ai aussi choisi en fait le rap et le rappeur comme sujet d'étude en raison de l'intensité que je mentionnais dans l'expression des sentiments et des idées. Et à cause de cette intensité, j'écris dans l'introduction, il me semble que le hip-hop finalement devient microscope et télescope ou microphone et haut-parleur. Et ce que je veux dire par là, c'est que en observant le rappeur en raison de ses intensités, donc il exprime tout violemment, fortement, à la vue de tout le monde, il me semble que l'étude de l'anthropologie, enfin l'étude de ce qu'est l'être humain devient plus facile parce que c'est plus apparent. Et donc le hip-hop ou le rappeur, c'est la personne qui se confie dans le microphone. Et ce microphone, pour nous, devient ensuite un haut-parleur parce qu'on peut entendre très clairement ce que l'homme a à nous dire. On a quand même Donc, l'impression que le rappeur, pour toi, c'est le nouveau poète, d'une bah, certaine manière. absolument, oui, bien sûr. Je crois même dans la première partie, donc l'échange épistolaire, je fais un peu une Écoute, ne comparaison t'inquiète pas, de avec. temps en temps, tu auras l'impression que je te cite, sans te Oui, citer. oui. Non, mais je fais une comparaison avec Musset, par exemple, comme les nouveaux poètes, disons, et dans Le Mal du siècle. Donc, pourquoi est-ce que le rappeur est sur la défensive? Bon, je ferai pas forcément. Là, c'était juste dans une partie d'un chapitre. J'en ferai pas forcément une vérité générale, mais ce que je trouve intéressant dans le hip-hop, c'est que un même rappeur, au cours de sa vie, parfois même au sein du même album, peut avoir des chansons dont les thèmes et le message sont diamétralement opposés. Ça veut dire qu'une chanson va promouvoir l'amour du prochain, la paix, l'amitié, tandis que l'autre va parler de gangbanging et tirer sur les ennemis et vouloir massacrer. Oui, le Voilà, spectre est très large, quoi. bien sûr. Et donc, c'est là où, par exemple, être sur la défensive, c'est d'accord, vous dites que vous êtes pour la paix, mais pourquoi ensuite vous appelez à tuer, à tirer avec une arme à feu sur votre prochain? Alors, il me semble que, justement, il y a autant de styles que de rappeurs. Il y a autant de sujets que de rappeurs. Donc, alors, ce qu'il y a de contradictoire un peu, enfin, la contradiction, il me semble, entre ce sujet-là et toi, c'est que justement, toi-même, en fait, tu es aussi chrétien. Mhm. Et que, en tant que tel, il y a quand même, du côté du christianisme, un certain amour de l'ordre, de l'ordre qui viendrait du ciel, finalement, de l'ordre établi. Et un certain amour aussi de ce qu'on pourrait appeler, on ne va pas dire puritanisme, on ne va pas aller jusque-là, mais on va dire un certain amour du bien, de ce que c'est que le bien. Tandis Mhm. que justement, tu le disais, le hip-hop et certains rappeurs prônent une certaine violence, prônent un amour de l'argent et des femmes, etc., etc. Comment toi, est-ce que finalement cet aspect-là du rap ne te pose pas problème en tant que chrétien fervent? Euh,
il y a plusieurs points dans ta question. Si, je dirais que les aspects qu'on peut regretter sur le rap, c'est la commercialisation, le matérialisme, l'objectivation des femmes, enfin, l'homophobie aussi qu'on peut y avoir. Enfin, voilà, c'est assez connu. Après, bien sûr, la réponse classique qu'on apporte là-dessus, c'est de dire que le hip-hop, c'est finalement juste un produit de la culture dominante aussi, ce type de hip-hop-là. Donc, c'est un peu avoir un coup d'épée dans l'eau que de critiquer juste le rap sans critiquer la société dans son ensemble. Et je suis assez d'accord avec cette critique. Quand tu parles du christianisme et de l'ordre, je pense que tu as raison sur beaucoup d'aspects, mais et là, je fais le pont justement de rapologie avec ma thèse actuelle, qui en fait est dans une perspective quasiment opposée à rapologie. Dans la culture afro-américaine, je dirais que la compréhension de Dieu, c'est un peu le Dieu qui, comment on dit en français, to disrupt, On va qui, dire, qui, qui, qui dérange l'ordre établi pour qu'un nouvel ordre ou qu'une nouvelle existence, qu'une nouvelle réalité puisse advenir. Donc, si on prend la Bible, juste pour donner un exemple que tout le monde va connaître, dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu est esclave en Égypte. Dieu inflige des calamités pour que Pharaon consente finalement à libérer les esclaves. Si on prend l'histoire afro-américaine au 19e siècle, il y a eu beaucoup de slave revolts, donc des rébellions d'esclaves. Une des plus grandes, c'était celle de Nate Turner dans les Carolines, et c'était des centaines d'esclaves qui étaient impliqués dedans. Et lui-même était un prêcheur ou un pasteur, on pourrait dire, et il invoquait justement Dieu pour justifier sa rébellion d'esclaves. Donc, je pense que c'est difficile de dire tout simplement le christianisme défend l'ordre. Oui, historiquement, ou du moins, on a pu utiliser bien sûr la religion pour défendre le statu quo. Je pense que dans le christianisme et a fortiori dans la compréhension du christianisme au sein de la communauté afro-américaine, c'est avant tout la vision du Dieu qui est prêt justement à déranger l'ordre établi pour faire advenir une nouvelle réalité. ça voudrait dire que cette compréhension du christianisme par les Afro-Américains, c'est très proche de ce qu'on pourrait appeler la théologie de libération, en fait, en Absolument, Amérique du Sud. absolument, absolument, Et bien donc, sûr. ouais, quelque part, on retrouve dans le discours chrétien, dans le texte biblique, on retrouve les ressources pour se mobiliser contre certaines injustices sociales. Bien sûr, bien Mais sûr. cette lecture, elle est de gauche. La lecture de la théologie de la libération est une Ah, lecture qui a été très, 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 très mobilisée par la gauche en Amérique latine. oui, mais je dirais c'est conjoncturel et pas essentiel pour moi. Très bien. Développe un peu. Enfin, Pourquoi pas essentiel? je connais pas assez, disons, la manière dont la gauche en Amérique latine a pu utiliser cette lecture. Euh, si je me limite, disons, à l'Amérique du Nord avec les Afro-Américains, et après, je profite aussi de cette occasion pour préciser que moi, évidemment, comme chacun peut le voir, je n'appartiens pas à la culture afro-américaine par le sang et la Voilà. chair. Et donc, j'en parle vraiment avec très grande humilité et très grand respect. Voilà, c'est juste mon observation en tant qu'amoureux de cette culture. Je préfère le préciser. Euh, mais je dirais que si on prend par exemple une figure très très connue, Martin Luther King, bien sûr, lorsqu'il défend l'émancipation de tous, les droits égaux pour tous, bon, est-ce que ça, c'est forcément de gauche plus que de droite? Je ne sais pas, on pourrait en débattre. Mais au-delà, je pense qu'il est important à garder en tête, c'est qu'au-delà de toutes ces revendications sociales qu'avait Martin Luther King, il avait aussi une conception de l'homme ancrée dans le péché qui est en chacun d'entre nous. Et donc, il balançait toujours ces deux éléments. Ça veut dire il faut changer la société, mais il faut aussi se changer soi. Bien sûr, de nos jours, lorsqu'on parle de Martin Luther King, cette deuxième partie, qu'il faut se changer soi, qu'il faut soigner son propre péché, en général, c'est plus mis en avant. On se focalise surtout sur l'engagement civique, on va dire, ou collectif, qui est très important, bien sûr. Mais pour moi, un chrétien doit quand même garder les deux conceptions. Et à mon sens, il est quand même plus facile de se changer soi d'abord plutôt que de vouloir changer le monde. Très bien. Et en ce sens, je ne qualifierais pas cela de lecture de gauche, tu vois.
parce que la gauche de nos jours, elle se focalise avant tout sur le systémique, le collectif, le système, mais sans jamais évoquer la responsabilité individuelle. Alors non, moi je disais que la théologie de la libération a été en Amérique latine très prônée par la gauche et que finalement cette lecture révolutionnaire du Nouveau Testament quelque part, parce que finalement le Dieu de l'Ancien Testament est assez rigoriste et extrêmement, on va dire, c'est le Père oppressant, presque oppresseur, quoi. Tandis que le Nouveau Testament avec le Christ, on a quand même dans ce discours du Nouveau Testament un discours beaucoup plus axé, en tout cas qui rend possible une certaine critique de l'ordre établi. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est déjà là en germe, on retrouve déjà en germe dans cette petite assertion les possibilités d'une révolte. Donc finalement, cette interprétation du Nouveau Testament par les théologiens de la libération était facilement récupérable. On est d'accord? Oui, oui. Voilà. Mais tu as fait mention de ta thèse brièvement tout à l'heure, Vladimir. Est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de ta thèse, en fait, que tu mènes en ce moment en Écosse? Bien sûr, c'est une thèse avec l'université de St Andrews en Écosse, en théologie et en musique, donc ça reste sur le rap afro-américain. Euh, pour faire le parallèle avec la rapologie, je dirais dans la rapologie, mon idée c'était de partir de l'homme pour aboutir à l'idée de Dieu et démontrer, disons, l'intérêt de l'idée de Dieu. Ma thèse actuelle, elle est basée en fait sur ce que j'appelle une herméneutique de banditisme spirituel. Donc ça renvoie un peu à ce que je viens de dire précédemment, c'est l'idée de considérer Dieu sous l'angle d'un bandit des idées, un bandit spirituel qui est prêt à venir dans les affaires humaines pour changer l'ordre établi. Donc c'est le cas par exemple avec les révoltes des esclaves, mais bon, on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. Et là, je dirais que ma perspective est assez différente parce que dans mon PhD actuellement, je pars avant tout on va dire, de la théologie, mais pour montrer comment cela nous impacte dans nos vies humaines et surtout mettre l'accent sur l'idée de mystère. Donc la rapologie, en fait, c'était une apologie, c'est-à-dire une défense de l'idée de Dieu. Mon PhD actuel, c'est de l'idée de Dieu, pardon, et de l'évidence de Dieu, en tout cas de mon point de vue, ou de l'intérêt, je dirais, de Dieu. Dans mon doctorat actuel, l'accent est vraiment mis sur l'aspect mystérieux et inaccessible de Dieu. Donc c'est un peu différent parce que dans l'apologie, je voulais montrer aux gens comment on peut embrasser l'idée de Dieu. Dans mon doctorat actuel, j'essaie de montrer en fait à quel point embrasser l'idée de Dieu est difficile parce que Dieu est un bandit spirituel, parce qu'il se trouve dans une nuit métaphorique, parce qu'on a du mal à cerner ce qu'il veut, qui il est, comment il interagit avec nous, etc. Oui, mais en fait, ce qui me turlupine, c'est que Oui. finalement, l'idée de Dieu, c'est quand même une vaste question qui a traversé toute la philosophie. Mais on sait que, en réalité, à un certain moment, au moment de la modernité, l'idée de Dieu a disparu, en tout cas, tend à disparaître. Ce qu'a voulu faire la modernité, c'est de faire quelque part reculer l'idée de Dieu. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, as-tu l'impression que cette idée est en train de regagner du terrain, en fait? Comment se fait-il qu'il y ait des étudiants qui fassent des PhD, des docteurs, etc. Est-ce que tu as l'impression que cette idée revient? Bien sûr, moi j'ai d'abord été profondément influencé par les écrivains du XVIIIe siècle, donc le rationalisme, la critique de la religion, même la moquerie, enfin Voltaire, Diderot, etc. Et comme je l'ai dit au début, j'ai pas du tout grandi dans un environnement religieux. Jusqu'à mes 20 ans, j'étais farouchement opposé à l'idée de l'Église, à l'idée du christianisme. Enfin, j'étais très acerbe, même moqueur. Mais oui, mais en fait, au cours de ma vie, ensuite, je suis vraiment devenu un romantique, donc du point de vue littéraire. On va dire les écrivains, en gros, allez, de 1800 à 1850. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je me définis avant tout comme un romantique, et ça veut dire que je mets avant tout l'accent sur le sentiment humain. Donc, une des phrases pour moi les plus importantes, c'est dans Les souffrances du jeune Werther, où le héros dit en allemand was ich weiß, kann jeder wissen, ce qui veut dire ce que je sais. Je me suis raté. Attends. Was ich weiß, kann jeder wissen, mein Herz hab ich allein. C'est ça la phrase complète. Ce qui veut dire
ce que je sais, n'importe qui peut le savoir, mais mon cœur n'appartient qu'à moi. Et donc, je pense qu'il y a dans tout homme un secret infini, enfin une profondeur infinie. Ça, c'est valorisé et mis en avant par les romantiques. C'est l'ouverture Novalis, au etc. absolument, absolument. Novalis, c'est vraiment un de mes favoris. C'est l'ouverture au rêve, au mystère, à ce qui nous dépasse finalement. Euh, et donc, pour faire le point avec aujourd'hui, enfin le pont, pardon, oui, je pense que cette idée de dépassement, du mystère, c'est quelque chose qui à nouveau remue un peu les consciences, remue les âmes, remue les cœurs, parce qu'on a eu, on va dire, 70 ans au moins, je pense, de matérialisme, d'hédonisme, euh, et que les gens commencent à s'en lasser et s'en fatiguer. Et ils se rendent compte que cette vie qu'on leur vend et qu'on leur propose, c'est pas. Il y a beaucoup plus que cela. Il y aurait quand même un Et au-delà du monde et que en fait, l'hédonisme ne suffit plus. Se perdre dans, on va dire, dans les joies terrestres, ça ne suffit plus. Il y aurait un au-delà du monde. Ça voudrait dire quand même, tu crois en une transcendance. Cette transcendance Mhm. garantit le monde et c'est le garant du monde. Donc, tu es d'une certaine manière dans une filiation qui serait une filiation fait, qui peut partir de Descartes, en fait, parce que chez Descartes, c'est Dieu qui est le garant de la vérité. Oui, mais je ferai remonter ma Pascal. filiation avant tout à Pascal, parce que c'est vrai que Descartes, dans son système philosophique, il a, disons, l'idée de Dieu comme fondement, mais en fait, il n'y a pas d'amour pour Dieu qui est exprimé. Pas du tout. Et juste, voilà. Et la vision romantique, c'est de dire finalement que l'amour importe plus que le raisonnement. Et donc moi, ce qui m'intéresse de nos jours, et c'est un peu aussi la différence avec la rapologie, je pense qu'il y avait quand même j'ai essayé du moins d'y faire transparaître une certaine forme d'amour. D'ailleurs, la dernière phrase dans la rapologie, c'est euh, si nous avons attaqué l'homme, c'était toujours pour mieux le défendre. Donc, je fais ça par amour de Dieu. C'est aussi une apologie de l'homme, ça veut dire de toute la profondeur et la richesse de l'homme. Mais malgré tout, c'était très argumentatif, très rationnel, enfin, argument contre argument, etc. Mon PhD actuel est vraiment axé sur l'idée de mystère. Et donc ça a été un changement au cours de ma vie parce que il y a 10 ans encore, ce que je préférais, c'était finalement le débat rationnel. Aujourd'hui, ce que je préfère, c'est plus, je dirais, l'humilité devant le mystère. L'humilité devant le mystère. Saint Voilà. Augustin Et donc, disait que je crois parce que c'est oui, mystérieux. Donc, quelque part, il y a dans ton propos quelque chose qui relève de l'augustinisme, sur cet amour du mystère. oui. Ah oui, Et, j'aime à dire qu'avant, avant, j'aimais avoir le dernier mot. Maintenant, je préfère avoir la dernière larme. oh là là, c'est très bien. Donc, C'est assez, en fait, c'est très bien un peu dit, quoi. oui, c'est l'évolution que j'ai eue au cours de ma vie. Et je pense que cette évolution, finalement, elle se retrouve de plus en plus dans la société actuelle. Donc, Hmm. à mon sens, oui, la religion comprise comme aspiration à la transcendance va se développer de plus en plus, je pense. Très bien. Alors, si tu permets, Vladimir, je reviens quelques minutes sur ta tribune parce que tu sais, cette tribune m'a permis de mieux te comprendre, en fait. Je D'accord. pense que je te connais mieux après avoir lu la tribune. Et j'invite d'ailleurs tous ceux et celles qui vont nous voir, nous écouter, d'aller regarder ta tribune qui est parue sur la croix, dans la croix. Donc, le titre Monsieur Zemmour, pourquoi faire de la souffrance française un instrument de pouvoir? Alors, j'ai l'impression quand même que, en lisant cette tribune, que tu défends un certain internationalisme, que tu défends quand même une certaine idée de que toutes les nations se valent, que le christianisme d'abord a été africain et qu'il y a dans le christianisme des racines africaines, que finalement, donc, il y a chez toi, en tout cas, un amour de la France, si tu permets, j'extrapole un peu, un amour de la France, mais en même temps, un amour aussi du reste du monde. En fait, comment est-ce que, parce que en ce moment, on assiste à quoi? On assiste à une montée des nationalismes. On assiste à une montée de la droite radicale. Et finalement, cette idée-là, ce que tu dis dans ce texte-là, va à l'encontre, à mon sens, de tout ce qui se fait actuellement dans la droite actuelle, politique, que ce soit en France ou aux États-Unis. Cette idée, ce rejet de l'autre,
C'est ce qui fait l'actualité en ce moment. Alors ce que toi, hein, ce que tu proposes, ce que tu nous dis dans ce texte, c'est quand même que même la civilisation dite judéo-chrétienne, sa racine ne se trouve pas en Europe. Absolument pas. Elle est africaine, elle est diverse et variée. C'est une sorte de diversalité, en fait. Bien sûr. Comment est-ce que toi, tu résous cette contradiction, en fait, en toi? Parce que je sais quand même que tu es un homme de droite, en fait. Tu le dis, tu aimes à le dire aussi. Oui, tu as raison. Je je pense que c'est une question très, très compliquée, donc c'est difficile d'y répondre brièvement là, mais j'y répondrai en fait par le romantisme, justement. Le romantisme, donc après, le siècle des Lumières, a vraiment voulu remettre l'accent sur les particularismes locaux. Donc la Révolution française, c'était l'État centralisateur qui écrasait un peu les provincialismes. Tout se passait à Paris, la province, on va dire, était un peu malmenée, la Vendée par exemple. Et disons en France, surtout, on a quand même coutume de considérer Paris comme voilà, la place la plus importante et le reste est un peu secondaire. Les romantiques, ils se sont dès le début insurgés contre ça. Et ils ont dit non, tout ce qui est petit, local, unique, doit être préservé et défendu. Et c'est comme ça, en fait, que je réconcilierais ce que tu dis sur la droite et entre, disons, entre le pôle du particularisme et le pôle de l'universalisme. À mon sens, le romantisme permet de faire le lien entre les deux. Ah oui, entre Parce le que local et le global. voilà, si on prend un arbre, pour que l'arbre monte haut dans le ciel, il faut qu'il ait des racines qui poussent très, très profondément en Oui, tu le terre. dis dans le texte, et apparemment, c'est une idée de veille. De Simone Veil, Voilà. absolument. Et donc, moi, à mon sens, enfin, c'est comme ça que moi, j'essaie de vivre ma vie. Oui, je suis intellectuellement, enfin, profondément français, enfin, pleinement français. Je suis extrêmement amoureux de la littérature française, de la langue française, de la conversation française, etc. En même temps, j'aime énormément découvrir et vivre dans des pays différents pour m'imprégner de leur culture. Euh, Si tu permets, je lis un petit extrait. bien Que sûr, nous enseigne l'histoire? Que nous enseigne l'histoire que l'Afrique fut le centre du christianisme durant ses premiers siècles, qu'au IIIe siècle, la moitié des Égyptiens étaient chrétiens, que de nombreux pères de l'Église naquirent au sud de la Méditerranée. Dès sa naissance, le christianisme fut une religion de mélange, de croisement du nord et du sud, de l'ouest et de l'est, des pensées juives, helléniques, romaines et africaines. Comment défendre cette civilisation sans enchérir sa diversité? Voilà, bien sûr, on est en plein, on est dans le cœur du sujet là. bien sûr, bien sûr. Oui, donc voilà, finalement, on peut dire que Mais c'est un homme complexe en fait, c'est très compliqué. bah, ça, je sais pas si c'est compliqué, mais pour répondre sur ton point sur la droite française, moi, je serais un peu plus modéré dans la critique, disons, parce que je pense que en Occident, je me limite à l'Occident, à ce que je connais, on va dire, je pense que la priorité maintenant, c'est quand même de préserver les particularités locales. Donc la France, par exemple, doit défendre sa langue et sa culture. On ne peut pas se laisser américaniser à l'infini. Et je dirais de la même pour tous les autres pays, pareil pour l'Allemagne, enfin, même les pays au-delà de l'Occident, évidemment, enfin, les pays africains, les pays asiatiques, etc. Et ça, pour moi, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Au contraire, ça veut juste dire qu'on veut d'abord valoriser ce que nous, on est. Ça veut Et aussi je dire, pense, si tu permets, ça veut aussi dire que le discours actuel, le discours de la droite actuelle, se fonde, en tout cas pour la plupart, ce sont des réductionnismes en fait. Ils ne font que des réductions. Ils ne font que réduire la pensée en fait. là, j'ai une lecture, je pense, un peu différente parce que la gauche, à mon sens, elle promeut l'internationalisme, mais c'est des mots qui sont vains. Au final, l'internationalisme, c'est que la somme des particularismes. Si les particularismes partout dans le monde s'affaiblissent, comme je pense c'est quand même le cas depuis des décennies, au final, c'est l'internationalisme lui-même qui s'affaiblit. Donc, je veux dire, enfin, c'est facile de dire qu'on aime l'homme avec un grand H ou l'humain avec un grand H et qu'on s'intéresse à ce qui se passe à 5000 km de chez nous. Mais moi, ce qui me brise le cœur avant tout, c'est de savoir que chaque nuit, quand je dors ici, bah, dans la rue à côté de chez moi, il y a des sans-abri.
Et donc moi, avant de me pavaner avec des grands mots sur ce qui se passe très loin, même si Tu es c'est très très déjà important, conscient ben de ce qui se passe dans la rue d'à côté. bien sûr. Et c'est ça ce que j'appelle avoir une approche romantique du monde. Euh, et donc, en ce sens-là, pour moi, se soucier de ce qui se passe localement, c'est pas antinomique avec se soucier de ce qui se passe internationalement, c'est juste un ordre de priorité. Comme dans toute famille, les parents aiment d'abord leurs enfants, ensuite leurs neveux, ensuite les amis, ensuite les Ah, voisins. tu penses quand même qu'il y a une gradation de l'amour et Je qu'il, fais. Je dis pas que c'est idéal, je dis pas que c'est comme ça que les c'est juste choses un devraient fait. être, C'est un fait. mais c'est une réalité anthropologique. Mhm. Très bien. Alors, Et ah, là, oui, vas-y. Tu peux terminer. non, et bah, pour terminer, la gauche, là j'emprunte une définition de Jacques Julliard, mais lui définissait très joliment, je trouve, la gauche comme le parti de la résistance au réel au nom de l'idée. Bah, moi, je définis la droite comme le parti de la résistance à l'idéologie au nom du réel. Très intéressant, très intéressant. Alors, il existe, je ne sais pas si tu connais Patrick Boucheron, qui était qui est toujours, je crois, professeur au Collège de France, professeur d'histoire au Collège de France. Alors, Patrick Boucheron a écrit un livre d'histoire qui a été extrêmement critiqué par la droite française parce qu'il disait que la France, il avait pour idée que la France s'est constituée par la somme de toute, a été influencée par énormément de cultures. Il a été extrêmement Mhm. critiqué, notamment par Eric Zemmour, justement, enfin, il y a tout un discours qui fait comme si la France est un pays qui s'est formé en vase clos. Et là, je vois bien que tu es contre cette idée. Oui, oui, je suis contre. Voilà, donc ça n'a aucun sens. C'est réduire l'histoire de la France, ou même, quel que soit le pays, je pense, il y a toujours une influence d'énormément, en tout cas, on subit énormément l'influence de l'extérieur. Il y a énormément, le poids de la géopolitique est extrêmement présent. Donc, que dire, prétendre qu'un pays comme la France ou que les États-Unis ne subissent pas les influences de l'extérieur, on sait par exemple très bien que les États-Unis, c'est un pays qui a été construit par les immigrés. Mhm. Donc, faire comme si ça n'existe pas, c'est réducteur. C'est Bien sûr, bien réducteur. sûr. Et c'est là, je pense, une des limites de la pensée de droite en ce moment. Bah, je j'ai pas forcément la même vision de la pensée de droite que toi, je pense. Enfin, faudrait aussi qu'on définisse en fait qu'est-ce qu'on appelle la pensée de droite. Voilà, comme tu as dit, ma tribune c'était très clairement contre Éric Zemmour, et il n'y a pas tout dans la droite forcément qui m'intéresse non plus. Quelque chose que je dirais quand même, c'est que je pense qu'il est important aussi de distinguer les plans ou les ordres, comme aurait dit Pascal, desquels on parle. Parce que enfin, je veux dire, c'est facile en fait de parler spirituellement des choses politiques ou par exemple politiquement des choses spirituelles, mais finalement, c'est des ordres différents. Moi, dans ma tribune, c'est vrai que je prends un point de vue vraiment spirituel, parce que c'est ça, au fond, moi, qui m'intéresse le plus et qui compte le plus pour moi. Mais je comprends, enfin, c'est pas pour dédouaner Éric Zemmour du tout, hein, mais, ou la droite, ou même la gauche, tu vois. Mais c'est juste que eux, ils sont dans un schéma politique, un politicien, on pourrait même dire, où ils s'intéressent à qu'est-ce qui va me rapporter des voix si je dis ça ou ça ou ça. Et c'est pas du tout moi le plan sur lequel je me place. Donc, bon, c'est délicat quand même, c'est compliqué en fait. Oui, je comprends très bien. Mais si tu permets, on revient. Oui, vas-y. Juste pour finir, dans les commentaires là, sur le site de la Croix, justement, sur ma tribune, il y a eu quelques critiques où les gens me reprochaient enfin, de tomber dans l'angélisme. Ben, ça veut dire Ouais, l'idiot, c'est ça, BA, etc. bien sûr. Et de leur point de vue, je peux entendre cette critique aussi parce qu'ils abordent la question politiquement, matériellement, on va dire, entre guillemets. Moi, je l'aborde spirituellement. Oui, je comprends, je comprends. Mais revenons un petit peu sur Rapologie rapidement. Rapologie, le rap en défense de l'homme et de Dieu. Texte immense, énormément, j'imagine un texte très personnel vu le format. Euh, donc finalement, dans ce texte, la figure du rappeur, Oui. comment est-ce que tu le construis ontologiquement dans ce texte? Parce que j'ai l'impression qu'il y a d'un côté l'homme et de l'autre côté le rappeur. L'homme et le rappeur. Tu le dis tout le temps. Bah, en fait, oui, ma grande thèse, c'est que le rappeur est justement le microscope et le télescope de l'homme.
c'est-à-dire est celui qui nous permet de mieux comprendre l'homme, de le voir plus facilement, de l'entendre plus facilement. Les péripéties de l'homme et du rappeur. On n'aurait pas Voilà. tendance à séparer l'homme et le rappeur, en fait. Bah, c'était vraiment pour faire le lien entre les deux. Comme j'ai dit au début, le rappeur, c'est la voix temporelle de l'homme éternel. C'est vraiment ça que j'ai essayé de montrer à travers les différents chapitres. Intéressant, intéressant. Un point où tu as raison, c'est que effectivement, je définis le rappeur comme figure ontologique, Voilà. comme un agrégat finalement de tout ce qu'on peut trouver dans le hip-hop. En réalité, et tu l'as dit au début et tu as tout à fait raison, il y a des formes de hip-hop très très différentes. Bien sûr, il y a des rappeurs entre guillemets conscients, enfin engagés, qui promeuvent des valeurs très positives et très souhaitables. Il y a d'autres rappeurs qui sont beaucoup plus matérialistes, mercantilistes, etc. Moi, j'ai essayé de faire un rappeur, enfin une figure ontologique qui englobe un peu tout. Est-ce que tu Ça c'est crois vrai. qu'il y a une différence entre le rappeur et le chanteur classique, hein? Là, il ne reste pas beaucoup de temps, donc on va très vite. Bah oui, enfin c'est ce que j'ai dit au début. Je pense que c'est vraiment la sincérité, l'honnêteté. Euh, pour moi, c'est ça en fait qui caractérise le plus le hip-hop. Si je devais prendre un trait de caractère. Alors, tu sais, Michel Foucault, dans les années 70, a été envoyé par le journal Corriere della Sera italien, le journal italien. Il a été envoyé en Iran pour couvrir ce qui se passait en Iran à l'époque avec l'ayatollah Khomeini. Et Ouais. Foucault, justement, à partir de là, a développé ce qu'il appelle une sorte de philosophie de l'actualité. Donc, est-ce que finalement le rappeur, dans sa manière de dénoncer ce réel, son quotidien, ne serait pas justement ce chanteur ou cette figure du chanteur qui est totalement en adéquation avec son actualité, qui, pour lui, l'actualité, c'est ce qui est justement le plus important. Dénonciation du réel, Public Enemy, relation avec les Black Panthers. Donc, il y a quand même, dans ce premier discours, dans ce premier moment du rap ou du hip-hop lui-même, une vraie similitude entre ce qui se passe immédiatement et ce que je chante, ce que je dis, je dénonce. En fait, je ne chante pas, je dénonce même. Non, c'est tout à fait juste. J'en profite aussi pour clarifier que mon étude sur le rap, elle s'arrête en gros aux années 2010. Ce qui se passe après, enfin 2015, allez peut-être. Le rap actuel, franchement, pour être honnête, je Ça ne m'intéresse l'écoute pas. très peu parce que pour moi c'est une musique différente en fait, et je suis probablement trop vieux maintenant. Oui. Mais oui, on va dire le rap de 1980 jusqu'à 2010, bien sûr qu'il est ancré dans le réel et nourri par ce réel. Euh, mais ça, j'ai quand même essayé de le montrer dans le livre, je pense. Enfin, il y a tout un chapitre, par exemple, sur l'incarcération, enfin, le thème de la liberté. Donc, il y a un problème majeur aux États-Unis, en particulier dans la communauté noire et très, très exprimé au sein du hip-hop, bien sûr. Euh, donc, non, tu as raison, mais ce qui m'intéressait, c'était au-delà, disons, des circonstances précises, enfin, limitées, c'était de montrer comment le rappeur, il aspire vraiment, à mon sens, à la transcendance. Donc, bien sûr qu'il parle de ce qui l'entoure, de ce qu'il voit, de ce dont il a raison de se plaindre, mais il parle aussi de beaucoup plus que cela. Il dit des mots qui sont éternels, à mon sens. Très intéressant, très intéressant. Maintenant, mon cher, pour conclure, entre guillemets, si tu pourrais nous conseiller quelques rappeurs à écouter, est-ce que tu pourrais nous conseiller quelques sons? Oh, il y en a beaucoup, mais bon, moi, mon rappeur favori, c'est Tupac Shakur. Donc, les deux premiers, je m'en rappelle encore très bien. Je me rappelle du jour, du moment. Les deux premiers albums de rap que j'avais achetés, je devais avoir 12 ans, c'était Crunk Juice de Lil Jon, donc un rappeur d'Atlanta. Le Mais crunk, enfin, attention, hein, ça peut faire débat. ça peut faire débat parce que c'est pas du tout intellectuel, mais j'adorais en fait, et je comprenais pas les paroles à l'époque, mais j'adorais vraiment la puissance de la musique, enfin du beat, c'était très impressionnant pour moi. Le deuxième album que j'avais acheté le jour même, c'était celui de Better Days de Tupac. Donc, enfin, Tupac, c'est vraiment mon chanteur favori. Je l'étudie encore en ce moment pour mon doctorat avec DMX. Dans la rapologie, il y a tout un chapitre qui est dédié spécifiquement à Tupac.
où Tupac, là, il devient la figure ontologique du rap, mais ce que je pense qu'on peut aussi, on est en droit de tenir cette thèse, à mon avis, c'est la figure iconique du hip-hop, la figure sacrificielle aussi du hip-hop. Donc c'est deux chanteurs que je recommanderais aux gens, ce serait Tupac Shakur et DMX. Extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Vladimir, pour ta générosité et ta gentillesse. J'invite tout le monde à essayer de trouver ce livre, Rapologie, le rap en défense de l'homme et de Dieu, et aussi d'aller lire ta tribune contre Éric Zemmour. Je pense que mes amis seront contents de lire ce petit texte. Et donc, j'espère qu'on aura l'opportunité d'approfondir notre discussion, de parler un peu plus de toi et de ce que tu fais comme travaux, de ce que tu mènes comme recherche. Et aussi, tu avais lu mon article, mon petit texte que je t'avais envoyé, le petit. Oui. Très bien. Sur Mediapart, c'est ça, sur Voilà. Spike Lee. Voilà. Mhm. Je pense qu'il y a aussi un lien à faire entre Spike Lee et le rap, Brooklyn, Sûr. etc. Donc, je pense qu'on aura l'opportunité d'approfondir notre conversation. Merci encore et à la prochaine, Vladimir. Merci beaucoup, Fabrice. À bientôt. À bientôt.